Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Les idées du Rassemblement national n'ont jamais été aussi présentes dans la société française, comme le disent plusieurs sondages, mais le parti demeure isolé politiquement, coincé entre sa figure d'opposant au système et le soutien tacite qu'il apporte au gouvernement Barnier. Quels sont les différents scénarios qui se présentent à lui aujourd'hui? Bonjour Étienne Ollion. Bonjour. Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS, professeur associé à l'école polytechnique. On vous doit notamment un livre que vous avez coécrit avec Michael Feussel, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, paru aux éditions du Seuil. Un dernier baromètre expliquait par exemple que 39% des Français affirment être en accord avec les idées défendues par le Rassemblement national. Une majorité de Français, 51%, considèrent désormais que le Rassemblement national ne représente pas un danger pour la démocratie. C'est une progression régulière depuis 2022, puisque là, par exemple, sur ce dernier item, 51% des Français qui considèrent que le RN n'est plus un danger, eh bien, on est 10 points au-delà de ce score qui était le leur en 2022. Donc, une progression assez rapide. Quelques commentaires à ce sujet, Étienne Ollion. La première chose, en effet, c'est que si on croit ce sondage, il y a quelque chose de l'ordre de la normalisation du Rassemblement national à travers cette question que vous venez d'évoquer, 51%. Croisement des courbes qui s'est fait il y a quelques années, récemment, très récemment. Alors les sondages, il faut toujours les prendre avec un petit peu de prudence, parce que même si on croit au sondage, au dispositif, le sondage, ça mesure bien, si on y croit, l'opinion à un moment T. Mais l'opinion à un moment T, on ne sait pas si c'est l'opinion d'hier ou une structure un petit peu plus profonde de l'opinion et un plus grand changement. Et ça, c'est important parce que en politique, probablement plus que dans d'autres domaines, l'offre est très importante, probablement beaucoup plus, elle pilote beaucoup plus les idées que la demande. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que les prises de position des partis sont très importantes pour expliquer comment les gens vont répondre aux questions. Et donc, en ce moment, comme le Rassemblement national a une espèce de bande passante très importante du fait de sa position politique, du fait de la situation politique, alors il est assez probable que le Rassemblement national puisse parvenir à se légitimer. Bon, mais enfin, même en prenant toutes les précautions qu'on veut avec ce sondage, ça dit quand même quelque chose des transformations qui ont eu lieu récemment pour le Rassemblement national. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le sondage que vous citez montre aussi que sur toute une série d'idées, les Français seraient plus proches désormais des idées du Rassemblement national sur la question de l'immigration, sur la question de la sécurité, etc. Et ça, c'est un changement, ou ce serait un changement, si on prend ce sondage très au sérieux, parce que jusqu'à présent, et en tout cas au cours des 10 dernières années, le Rassemblement national n'a pas tant réussi à gagner des voix en convainquant les gens de ses idées qu'en changeant d'idée. On pourrait citer toute une série de thématiques sur lesquelles ce parti, le Brexit ou le Frexit, sur l'Europe, il faut se souvenir qu'il y a encore 7 ans, il n'y a pas très longtemps, la campagne présidentielle de 2017, le parti demandait la sortie de la monnaie unique. On n'entend plus beaucoup parler de Frexit aujourd'hui. Surtout ce qu'on appelle le libéralisme culturel, le procréation médicalement assistée, le mariage pour tous, ou même l'IVG, dont on va fêter les 50 ans demain. Sur ces sujets-là, historiquement et jusqu'à assez récemment, le parti n'était pas particulièrement favorable, alors que l'an dernier, Marine Le Pen a voté avec son parti la constitutionnalisation de l'IVG. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça de changements de pied rapide ou de renversement des paramètres un peu historiques ou récents de ce parti. On pourrait dire la binationalité. Il y a 2 ans, le parti était contre. 3,3 millions de Français sont binationaux. Bon, ça commence à grincer un petit peu. On change. Et donc, jusqu'à présent, la manière dont le Rassemblement national avait réussi à percer le plafond de verre, et c'est ce qu'on raconte dans le livre avec Michael Feussel, c'est pas tant en convainquant les Français, c'est pas tant en arrivant à imposer son hégémonie culturelle, comme l'aurait théorisé Antonio Gramsci, et puis plus tard, de manière un peu ironique, les théoriciens de la Nouvelle Droite et Alain de Benoît. Non, c'est plutôt en volant au service de la victoire et des idées dominantes. Étienne Ollion, le livre justement que vous avez publié avec Michael Feussel, vous avez eu le nez creux parce que vous l'avez intitulé Une étrange victoire, et je crois qu'il y a quelques jours, il y a un monsieur qui s'appelle Marc Bloch, dont on a appris l'entrée au Panthéon. Lui, il a écrit une étrange défaite, l'étrange défaite. Pourquoi justement cette évocation de Bloch dans votre titre ?
Le parallèle avec Bloch, pour nous, s'imposait de deux manières. La première, évidemment, hein, c'est qu'on était intéressé à, comme Marc Bloch, chercher à voir les raisons, mais les petites raisons, les raisons parfois non pensées, non conscientisées, qui font que des situations complètement inattendues peuvent arriver. L'étrange défaite de Marc Bloch, qu'est-ce que c'est? C'est le récit d'une France qui, dans ses années 20 et 30, ne va pas voir arriver la victoire de l'Allemagne. Et ce que fait Marc Bloch, c'est qu'il met l'accent non pas tant sur la puissance de l'Allemagne, il l'évoque, mais il évoque tout un tas de petits déplacements, de changements au sein de la politique, de l'armée, des intellectuels, de l'université, qui l'amènent, des relations entre les classes, qui l'amènent à dire que finalement, ce qui s'est passé, c'est autant le rôle de l'Allemagne que le rôle de la France. Et Bloch est un amoureux de la France, hein, c'est un texte qui est un texte plein d'attention pour son pays, et il s'excuse parfois même de le critiquer. Mais Bloch rappelle que les Français ont joué un rôle. De la même manière, en fait, si on veut comprendre comment le Rassemblement national et plus largement l'extrême droite ont réussi à s'imposer, sinon dans les idées, en tout cas arriver aux portes du pouvoir, il faut regarder tous les petits déplacements qui ont eu lieu. Il faut se dire que quand il y a des diabolisations, c'est jamais seul qu'on l'a produit. Mais alors, justement, Étienne Ollion, parce que si on pousse le parallèle, alors pas jusqu'au bout, hein, je ne veux pas faire des parallèles scabreux, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que dans la critique que Bloch adresse à la société française, il s'en prend par exemple aux élites. Il est très dur avec les élites françaises, il les accuse à la fois de conservatisme et de déconnexion avec le peuple. Et c'est un peu ce à quoi on a assisté, par exemple, aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, où on a beaucoup de critiques qui disent que ces élites, qui sont des élites dans le monde des médias, dans le monde intellectuel, vous et moi, par exemple, eh bien, n'ont pas compris ce qui se déroulait. Qu'en pensez-vous? Alors Bloch est très intéressant de ce point de vue-là, c'est un grand historien, et de ce point de vue-là, on peut se réjouir qu'il soit panthéonisé, comme vous le disiez, parce que en plus de ses actes de résistance, ça rend hommage à une tradition et une œuvre littéraire et historique très importante. Bloch est intéressant parce qu'il rappelle que avec lui, que l'histoire, en fait, l'histoire enseigne que les faits ne se répètent jamais à l'identique, en fait, et qu'on risquerait toujours de se tromper si on regarde de trop près. Mais enfin, quand on regarde la situation des années 30. Bloch écrit à propos de la montée des nationalismes, la déconnexion des élites, les tensions économiques, la remilitarisation. Et donc, sur tous ces aspects, les fausses nouvelles, ce qu'on appelait à l'époque les fausses nouvelles, hein, qui sont présentes dans ce livre et puis dans un livre précédent. Sur tous ces aspects-là, on a en effet les éléments d'un contexte, de ce que Marc Bloch appelait un contexte, et qui amène à faire, sinon des analogies immédiates, en tout cas des parallèles. Et on pourrait en effet se dire que dans la situation actuelle, la défiance vis-à-vis des élites et les autres faits que j'ai mentionnés pourrait amener, sinon aux mêmes causes, en tout cas avec ces mêmes causes, pour amener à des effets sinon similaires, en tout cas proches. Mais a-t-on raison dans cette défiance vis-à-vis des élites? Parce que Bloch fait ce procès-là, on l'a fait aux États-Unis, on est en train de le faire dans le New York Times, il y a chaque jour des papiers pour expliquer que les journalistes, les intellectuels américains n'ont pas compris le phénomène Trump. Est-ce que vous pensez qu'il y a un phénomène semblable, ou en tout cas une critique semblable à mener en France? De manière générale, si on suit les leçons de Bloch, on dira deux choses. D'une part, Bloch disait que c'est la faute des élites, il disait aussi qu'il y avait un problème avec, de l'autre côté, les syndicats. Bon, mais c'est pas ça la question en ce moment en France. La question, c'est de dire il faut regarder tout ensemble, en fait. Il faut se dire quelle est la dynamique qu'on produit. Et donc, c'est pas simplement la question des élites, c'est la question du système dans lequel on est en train d'agir et qui fait que on n'arrive pas à communiquer. Et de ce point de vue-là, en effet, il me semble que, et je le dis depuis longtemps et je ne suis pas le seul à le dire, les institutions de la Ve République ont peut-être fonctionné à un moment, mais elles n'arrivent plus à organiser une espèce de conversation permanente et continue qui permettrait à certaines personnes de se sentir impliquées. La Ve République implique les électeurs et les citoyens au moment du vote, ce qui est quand même quelque chose d'assez rare, alors qu'on pourrait, et il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là, y compris dans le programme du Rassemblement national, mais pas uniquement, d'expression sur des sujets de vie de la cité. Et donc, de ce point de vue-là, moins peut-être que les élites, c'est la manière dont le débat public est organisé et le débat politique qui empêche peut-être d'accéder à ces demandes de plus de participation qu'on sent énormément.
Il y a là aussi un phénomène nouveau en France. J'ai par exemple le dernier numéro du Point et on y trouve une interview de Pierre-Édouard Stérin. Il est présenté comme un entrepreneur et milliardaire catholique de droite, conservateur assumé. Il lève le voile, dit le magazine, sur ses ambitions politiques. Il fait partie de ce petit nombre de personnes fortunées qui, et aux côtés de Vincent Bolloré, est prêt à payer pour ses idées et payer au travers d'un certain nombre d'organismes. Alors là, par exemple, il a une structure qui s'appelle Périclès. D'ailleurs, c'est étonnant comme nom. Oui, Périclès, donc Pierre-Édouard Stérin, c'est donc ce millionnaire, ce milliardaire même, qui s'est investi récemment et qui a décidé de faire cette école de cadre qui s'appellerait Périclès, qu'il définit de la manière suivante. Elle est censée promouvoir le libéralisme économique, l'identité française et l'anthropologie chrétienne. Trois termes que, de prime abord, on ne mettrait pas immédiatement ensemble, mais qui est prêt à y mettre énormément de ressources, puisqu'il avait annoncé, pour une école de cadre, mettre 150 millions d'euros disponibles sur la table. Donc avec l'idée, justement, de réarmer les cadres d'un futur parti politique, mais aussi de réarmer la société en transférant et en diffusant ses idées le plus possible, adoptant de ce point de vue-là la stratégie de l'hégémonie culturelle dont on parlait tout à l'heure, qui n'a pas amené le Rassemblement national au pouvoir, mais qui, maintenant qu'il s'en approche, pourrait devenir l'étape suivante. Mais alors, c'est très étonnant quand même, parce que cet alliage que vous évoquez, Étienne Ollion, on trouve le même aux États-Unis. Nous avions, par exemple, avec ma camarade Catherine Dutu, rencontré l'un des membres de l'Heritage Foundation. C'est donc l'un des think tanks très richement dotés qui a élaboré le programme de Donald Trump, le programme 2025. Alors, Donald Trump dit que ça n'est pas son programme. Enfin, bon, il y a là-dessus, disons, une ambiguïté. Et alors, il y a les trois mêmes blocs. Il y a un bloc conservateur, un bloc religieux et un bloc libertarien. Trois blocs qui ne vont pas du tout ensemble. Qui ne vont pas ensemble selon les critères qui étaient ceux dans lesquels on a jusqu'à présent considéré la politique et dont la mémoire commence peut-être, et la pratique commence peut-être à s'occulter. Ce qu'on pourrait dire, et vous allez m'accuser de faire beaucoup de gramschisme aujourd'hui à ce micro, mais Gramsci disait que quand un vieux monde s'effondre et avant que le nouveau naisse, en fait, entre les deux naissent des projets alternatifs. Alors lui disait des monstres, je ne voulais pas reprendre ce terme forcément parce que c'est pas à moi de juger, mais qu'en tout cas naissent des tentatives de recomposition intellectuelle qui vont aller chercher à des endroits extrêmement différents. Et en effet, mettre ensemble Périclès et McKinsey, puis c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que ce devrait être... Qu'est-ce qui vous gêne dans cet alliage entre Périclès et McKinsey? Expliquez-nous. L'orateur de la démocratie athénienne, qui est celui qui a introduit l'obol pour que tous les citoyens puissent venir voter, et le cabinet de consulting international, ne me frappait pas immédiatement comme étant des éléments qui devaient aller ensemble. En tout cas, je ne vois pas très bien les généalogies intellectuelles, mais c'est exactement ce que je disais. On est dans des phases potentiellement de reconfiguration intellectuelle, ou en tout cas, il est possible de tenter, et on l'aura dans les médias, dans certains médias, on aura écho dans certains médias, de tenter d'imposer certaines nouvelles idées. Pas sûr que ça marche, mais en tout cas, les tentatives sont là. Mais alors, ce qui est étonnant là aussi, dans ce que dit par exemple Stérin, on lui dit, mais alors, est-ce que vous êtes un George Soros de droite? Bon, il faut savoir que George Soros est un milliardaire qui a servi, par exemple, dans la Hongrie d'Orban de repoussoir. Alors, il répond, c'est une source d'inspiration ou plutôt d'anti-inspiration. Alors, il dit, voilà, je me retrouve avec George Soros sur un certain nombre de sujets, comme par exemple l'accès à une éducation de qualité pour tous les Français, idem sur les sujets de lutte contre la pauvreté. En revanche, il y a dans ce que finance Soros des choses très éloignées de mes valeurs, la stratégie woke, bon, ça c'est quelque chose d'attendu, ou encore esclavagiste en souhaitant bannir les frontières et exploiter des populations étrangères en leur payant un salaire de misère. Oui, alors écoutez, on pourrait faire beaucoup de commentaires sur ces phrases parce qu'elles indiquent beaucoup de choses. Simplement sur la dernière, on pourrait rappeler que la peur du cosmopolitisme et sa dénonciation, il y a toujours quelques relents potentiellement historiquement ancrés du côté de l'antisémitisme. Et je
ne veux pas accuser ici qui que ce soit, mais je pense que quand on parle d'un financier juif, on pourrait être un petit peu plus prudent dans la manière dont on mobilise ce genre de tropes. Mais la question des frontières qui est au cœur, par exemple, là aussi, l'élection de Donald Trump. On évoquait les valeurs du Rassemblement national et vous disiez, Étienne Ollion, le Rassemblement national a changé ses idées. Et finalement, c'est cela qui explique pour partie que celui-ci est aujourd'hui beaucoup plus populaire qu'il n'a été, parce que finalement, il a pris les idées qui montaient. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il ne suffit pas d'un certain nombre d'idées simples? Si on reprend Donald Trump, la question de l'immigration, la question de l'inflation ont été, semble-t-il, les deux piliers gagnants de sa campagne. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à la française deux piliers dans le discours du RN qu'on voit dans le discours de Marine Le Pen, l'immigration et, disons, la vie chère ou le pouvoir d'achat? Si, certainement. Et de toute façon, en politique, quand on mène une campagne, en tout cas, pas dans le reste du travail politique, mais dans la politique, avoir quelques idées simples et surtout identifiées comme telles est particulièrement important. De ce point de vue-là, le Rassemblement national a réussi à s'imposer sur la question de l'immigration, de la sécurité. J'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient changé certaines idées. Pour d'autres, elles sont restées bien ancrées. Depuis la préférence nationale jusqu'à la priorité nationale, il y a une ligne complètement continue. Ils l'ont tellement imposé que maintenant d'autres partis la ventriloquent pour eux et que donc ils n'ont même plus besoin de l'évoquer, ce qui leur donne l'avantage de ne même plus avoir à imposer ce registre qui parfois pouvait faire un petit peu peur puisque d'autres le disent à leur place. Sur la vie chère, là en effet je pense qu'il va y avoir une campagne entre différents partis qui s'investissent sur cette question. Vous restez avec nous, Étienne Ollion. Je rappelle le titre de votre ouvrage, coécrit avec Michael Fessel, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique. C'est aux éditions du Seuil. Vous serez rejoint par une journaliste, Camille Vigogne-Lecotte, et on évoquera donc ce qui se déroule à l'extrême droite aujourd'hui au Rassemblement national, avec une menace de censure du gouvernement de Michel Barnier. 8h sur France Culture. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Pour parler du Rassemblement national, nous sommes en compagnie d'Étienne Ollion, sociologue, directeur de recherche au CNRS. On vous doit un ouvrage coécrit avec Michael Fessel, Une étrange victoire, l'extrême droite contre la politique, aux éditions du Seuil. Nous accueillons une journaliste, grand reporter au Nouvel Obs, Camille Vigogne-Lecotte. Bonjour. Bonjour. On vous doit une enquête sur le Rassemblement national. Je vous avais reçu. Les Rapaces, enquête sur la mafia varoise de Marine Le Pen aux éditions des Arènes, où vous expliquiez comment à la mairie de Fréjus, un certain nombre de turpitudes avaient été observées en matière de travaux publics, en matière d'achat en liquide, d'objets qui donnaient l'heure, par exemple, et qui, normalement, auraient dû être réglés de manière plus traditionnelle, en laissant des traces. Camille Vigogne-Lecotte, on a entendu dans le journal de Margot Delpierre les ennuis judiciaires de Marine Le Pen sur un tout autre sujet. Quel lien peut-on faire entre ces ennuis et aujourd'hui cette tentation de la censure du gouvernement Barnier ? On ne peut pas parler de lien de causalité directe. En revanche, ce qui est certain, c'est que cette ombre, cette menace de condamnation, surtout avec cette exécution provisoire qui ferait qu'elle serait empêchée de se porter candidate en 2027, contribue à un automne pourri après un mois de septembre béni pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, quand le gouvernement Barnier s'est installé, on l'a placée au centre du jeu. Elle a mis le gouvernement sous surveillance, dans une configuration absolument inédite que n'avait jamais connue auparavant son parti politique habitué au cordon sanitaire et à être relégué loin du jeu institutionnel. Et finalement, dans le courant du mois d'octobre et de novembre, il y a eu donc évidemment ce procès auquel elle a beaucoup assisté, auquel tout le monde s'attendait tout le monde s'attend à une condamnation. Personne, y compris au sein du Rassemblement national, n'a jamais pensé que l'acquittement était possible au vu des faits évoqués. En revanche, cette menace d'exécution provisoire, qui est vraiment tout le plus lourd, évidemment, rabat les cartes. Et puis, il faut rappeler que l'exécution provisoire de l'inéligibilité... Ça veut dire que c'est tout de suite. Ça veut dire qu'elle peut garder son mandat de député qui est en cours, mais qu'elle ne peut pas se présenter à de nouvelles élections. Dans ce cas-là, surtout celle de la prochaine élection présidentielle, qui
qui est son prochain objectif. Et en parallèle, on a une absence de victoire sur le terrain politique pour le Rassemblement national, qui n'a pas réussi, contrairement à des composantes bien moins nombreuses qu'elle au sein de l'Assemblée nationale, à arracher à Michel Barnier une victoire politique symbolique forte. Elle n'a pas pu brandir un geste fort pour le moment, ça va peut-être changer dans les prochains jours, dans les prochaines heures, mais un geste fort sur l'énergie ou sur la proportionnelle ou sur l'aide médicale d'État. Et donc, l'automne de Marine Le Pen est bien moins flamboyant que son mois de septembre le laissait présager. D'où une menace, Camille Vigonne-Lecotte, une menace, je dis d'où d'ailleurs, mais le lien n'est pas nécessairement à faire, une menace, en tout cas, faite contre le gouvernement Barnier, avec 2 fenêtres pour l'exercer, le PLFSS et une autre fenêtre aux environs du 20 décembre. Expliquez-nous en fait quelles pourraient être les opportunités saisies par ceux qui voudraient renverser le gouvernement Barnier. Et dans ce cas-là, le Rassemblement national ne pourrait pas le faire seul. Non, la censure, s'il y a... Alors, après, à chaque fois qu'un 49.3 est utilisé, on a la possibilité, quand on est dans l'opposition, de déposer une motion de censure. Pour qu'elle soit adoptée, il faut que l'extrême droite et la gauche la votent. Marine Le Pen... a souvent, alors c'est pas la seule parce qu'on parle aussi des socialistes, mais elle a effectivement ce rôle pivot à l'Assemblée nationale. C'est quand même le premier groupe, 124 députés, il faut toujours le rappeler. Et le Rassemblement national est aujourd'hui tiraillé entre 2 composantes de son électorat. Il y a évidemment son socle qui, lui, est très favorable selon les dernières enquêtes d'opinion à une censure, avec une nature protestataire, une nature anti-système, qui voudrait renverser la table. Et il y a cet électorat plus récent, ou voire cet électorat de conquête que Marine Le Pen vise à travers les dernières élections, qui est un électorat plus issu des classes moyennes ou moyennes supérieures, souvent plus issu des Républicains, qui est davantage attaché à l'ordre, à la stabilité. Il y a aussi les milieux économiques. Elle a mis beaucoup d'efforts ces derniers mois à tenter de convaincre qu'elle n'était pas un danger, notamment à l'occasion de la dernière dissolution. Et en fait, cette deuxième partie, cet électorat de conquête qu'elle cherche à attraper, est un électorat qui est davantage attaché à l'ordre, à la stabilité économique et qu'elle peut décevoir. Donc il y a une tension entre les deux. Et la difficulté pour les élus du RN, c'est de savoir stratégiquement ce qui est plus à gagner, plus à perdre. Étienne Ollion. Sachant que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Camille Vigogne, sachant qu'il y a 2 moments clés qui vont pouvoir être des moments de clarification dans cette période de gros temps qui s'annonce quand même pour le gouvernement Barnier. Il y a eu, on l'a dit, une commission mixte paritaire qui a abouti sur la question du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc il va revenir à l'Assemblée nationale et il est probable en effet qu'il n'y ait pas de majorité pour le voter. Donc on aura un premier 49.3. Mais si on veut faire de la dramaturgie et que les acteurs politiques veulent s'installer un petit peu dans le temps et se dire qu'il y a peut-être une deuxième chance, elle arrivera au moment où le projet de loi de finances, lui, du budget français, arrive. Et là, en effet, on est autour, pas avant le 15, 17, 18 décembre. Donc, il y aura ces 2 moments où on va avoir, en effet, d'un côté, très probablement un 49.3, parce que je ne vois pas comment on pourrait trouver une majorité pour voter ce budget. Ce qui ouvre, comme le disait Camille Vigogne, la possibilité, à ce moment-là, de la motion de censure. Et donc là, les partis vont faire ce qu'ils peuvent, mais ce qu'ils souhaitent. Les socialistes ont annoncé qu'ils voteraient les motions de censure, malgré les pressions de certains partis du socle commun. Donc il est assez probable qu'il y a une majorité potentielle, en tout cas, et la clé reste, à mon avis, dans la main de Marine Le Pen, ce qui lui donne un pouvoir absolument incroyable. Jean Lémarie, on a dit avant l'émission, on s'est vus tous les deux, et on a dit qu'on n'allait pas faire des paris sur ce qui allait peut-être se produire. Camille Vigogne a raison, pas de paris, promis, on prend l'engagement devant nos auditeurs. Mais il y a un mais, je devine, je vous connais, Guillaume. Mais on peut malgré tout commenter les commentaires ou en tout cas expliquer quels sont les intérêts ou les jeux d'acteurs des différents protagonistes. Là, c'est flagrant, pas besoin de regarder loin. Au-delà de ce que Camille rappelait très justement, à quel point Marine Le Pen, Jordan Bardella jouent gros tout de même dans cette affaire en termes d'image, avec des attentes parfois contradictoires de leur électorat, entre la demande de stabilité et l'opposition au gouvernement de Michel Barnier. Si on va au-delà, à quoi assiste-t-on depuis quelques jours ?
à ce qui s'apparente à une patate chaude. Qui sera tenu responsable non seulement de la tempête politique qui arrive, ou la nouvelle tempête politique, je ne sais pas si on n'est pas déjà dedans très largement, mais aussi de la tempête budgétaire et financière. Alors là, c'est bataille de chiffres, hein. Je dis bataille de chiffres parce que le Rassemblement national lui-même vient maintenant avec des notes très détaillées auprès des journalistes pour dire « Regardez, si le gouvernement est renversé, si le budget est bloqué, eh ben, ce ne sera pas une catastrophe. Les fonctionnaires continueront d'être payés, l'État continuera de tourner. » Ce que disent d'ailleurs aussi d'autres. Ça, c'est une première lecture. La deuxième lecture, c'est celles et ceux qui disent si, de toute façon, si la tempête politique s'aggrave, la tempête budgétaire s'aggravera et la vie quotidienne des Français en sera affectée. Donc je parle de patate chaude parce que vous savez, c'est ce jeu où chacun se refile le mistigris en disant ben non, c'est vous êtes responsable de ce chaos. Question pour Marine Le Pen, est-elle prête à être tenue pour responsable du chaos ou pour celle qui a contribué à aggraver le chaos? D'autant plus que ça ajoute un autre enjeu pour Marine Le Pen, c'est celui de conserver son statut de première opposante au gouvernement en place, statut que, de facto, comme le gouvernement ne tient que grâce à sa bienveillante abstention aujourd'hui, elle a un petit peu perdu. Et dans l'étude d'opinion que vous citiez en première partie d'émission, il y avait un aspect du sondage qui me semblait aussi intéressant, c'est que la France insoumise lui avait raflé, on va dire, j'aime pas trop le mot, mais une partie de ce statut de premier opposant, y compris chez ses électeurs. Et là, on voit le danger pour Marine Le Pen d'apparaître comme une forme supplétive d'un gouvernement dont elle désapprouve la politique. Et oui, et là, on retrouve, je trouve que c'est assez significatif, Étienne Ollion, cette ambiguïté sur les clivages idéologiques avec... là aussi, une transformation, alors on l'a dit, je ne sais pas comment l'appeler, de l'extrême droite, puisque le Conseil d'État a dit que l'on pouvait évoquer cette portion-là de la science politique aussi, sous forme donc d'extrême droite, de la droite aussi, car on a une réélaboration, et tout cela crée des ambiguïtés qui ne sont pas nécessairement aisées pour les partis. Alors il y a deux choses. Il y a en effet, quand on fait, comme le fait à l'heure actuelle le Rassemblement national, du quasi-soutien sans participation d'un gouvernement, ou qu'on est en tout cas sa bouée de secours, il est évident qu'à partir d'un moment, on émousse sa capacité contestataire, protestataire, et que donc une partie de l'électorat ne va pas s'y retrouver. Ensuite, sur les réalignements idéologiques, on voit bien qu'il y a des lignes différentes qui s'opposent, entre une ligne qui est celle de Marine Le Pen, qui consiste à dire qu'on va rester dans l'opposition, au parti de gouvernement classique, etc., et qu'on n'est ni droite ni gauche, et celle de Jordan Bardella qui défend bien plus l'idée de produire une union des droites qui est, par certains aspects, en train de se développer à la faveur du réeffondrement du Front républicain. Donc, très concrètement, on a aujourd'hui des personnes qui sont en train de travailler à réorganiser matériellement et en termes de coalition, et ça va produire des effets probablement ensuite en termes d'idées. Mais alors, ça serait assez étonnant parce que dans l'hypothèse où Jordan Bardella l'emporterait avec l'union des droites, où irait la droite libérale ? Elle se retrouverait partagée entre, alors là, bien malin qui pourra dire quoi, mais se retrouverait partagée entre ceux qui produiraient un bloc de droite. Il suffit d'aller regarder de droite extrême. Il suffit d'aller regarder ce qui s'est passé en Italie. Giorgia Meloni a remporté l'élection de septembre 2022, avec Fratelli d'Italia. Il y avait la Lega de Matteo Salvini qui est aussi à l'extrême droite, mais il y avait à côté Forza Italia, qui est un parti de droite classique, et puis ceux qui ne voulaient pas, parmi les députés et parmi l'électorat, de cette espèce d'alliance qui était encore à l'époque considérée comme un petit peu atypique, sont partis un peu plus au centre et au centre droit. Bon, mais là aussi, Camille Vigogne, on en revient à ce que vous évoquiez sur la manière dont Marine Le Pen souhaitait trouver une honorabilité auprès des milieux économiques, avec un programme économique qui, au début, faisait peur. Alors, on l'a vu beaucoup évoluer, ce programme économique. Oui, le programme économique du Rassemblement national, vous l'avez évoqué en première partie aussi, a énormément évolué. On assiste aujourd'hui... Alors, j'aurais une petite nuance sur le côté, l'analogie avec l'exemple italien. Parce que là où on a une coalition des droites en Italie, parce que régime parlementaire, ici, on assiste plutôt à une tentative de remplacement. Le Rassemblement national cherche à remplacer, à aspirer la droite historique du RPR, en reprenant évidemment sa ligne en partie économique, ses chevaux de bataille, une partie de ses cadres,
dire, Éric Ciotti, enfin voilà, on en a eu d'autres exemples dans le passé. Et dans cette optique, le dernier livre, enfin le seul livre publié de Jordan Bardella il y a quelques semaines est très éloquent parce qu'il passe une grande partie de son autobiographie, pourtant il est encore très jeune, à encenser Nicolas Sarkozy, à le défendre sur plusieurs points de son héritage, à reprendre la théorie à son compte de Patrick Buisson qui dit que pour arriver, donc l'idéologue d'extrême droite qui a permis la victoire de Nicolas Sarkozy, qui disait que pour y arriver, il fallait séduire les classes populaires et aussi une partie de la bourgeoisie plutôt conservatrice libérale. Et aujourd'hui, c'est ce dont on assiste, c'est ce à quoi on assiste au Rassemblement national, ce qui est quand même une rupture assez franche avec la ligne qui avait été portée par Marine Le Pen quand elle a pris le parti, qui était... Alors, c'était souvent de façade, mais quand même, il y avait une conviction que dans le ni droite ni gauche, avec une composante souverainiste assez forte, etc., elle trouverait une voie de passage. Aujourd'hui, le Rassemblement national n'est plus dans cette stratégie, mais dans une stratégie de remplacement de la droite traditionnelle. Jean Lémarie. Est-ce que cette ligne économique est réellement tranchée aujourd'hui, Camille Vigogne, au sein du RN? Parce que selon qu'on entend Jean-Philippe Tanguy, qui parle beaucoup aux journalistes, notamment sur les questions économiques pour le Rassemblement national, député de la Somme, ou selon qu'on entend effectivement Jordan Bardella, vous citiez des extraits de son livre à l'instant, c'est pas la même musique aujourd'hui encore. Non, il y a un autre homme en plus qui est apparu dans l'entourage de Jordan Bardella et de Marine Le Pen sur les questions économiques, c'est François Durvy, c'est le président d'un fonds d'investissement qui travaille avec le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin et qui aide Jordan Bardella à développer une ligne très libérale. Et ça, c'est très important aussi, ça permet de souligner un autre point, le lien de plus en plus important entre le Rassemblement national et certains milieux d'affaires, certains milieux économiques, avec de part et d'autre des échanges d'idées, de projets de manière extrêmement concrète. Oui, tout à fait. Et voilà. Après, il faut toujours avoir en tête que les questions économiques sont des questions qui sont subalternes au Rassemblement national. Le Rassemblement national, le Front national avant lui, a toujours évolué, a eu à son origine d'ailleurs, à l'époque Jean-Marie Le Pen, des accents très libéraux, puis a été très souverainiste. Et désormais, on ne sait plus trop parce qu'il y a un peu des deux dans le programme. Comme on est dans une période de transition, on l'évoquait, il y a parfois des choses qui s'entrechoquent et qui a un manque de cohérence globale qui reste à dessiner, mais parce que c'est pas là l'essentiel. Marine Le Pen, elle a toujours regardé les sondages, l'économie comme une variable d'ajustement, quelque chose de stratégique qui pouvait lui permettre de séduire, de rassurer telle ou telle partie de l'électorat qu'elle cherchait à conquérir. Rassurer, c'est particulièrement important. Oui, c'est particulièrement important. Il y a évidemment eu la parenthèse sortie de l'euro, sortie de l'Europe, qui lui a coûté cher. Donc ça, elle en est vraiment revenue. Et aujourd'hui, évidemment, beaucoup de ces efforts consistent à aller séduire le patronat, les milieux économiques qui, pendant très longtemps, ont été allergiques au Rassemblement national. Mais ce qui compte et ce qui reste au cœur du programme du Rassemblement national, c'est la préférence nationale. Si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas que les questions identitaires sont toujours beaucoup plus importantes que les questions économiques, on ne comprend pas la stratégie et les changements de pied du RN sur l'économie. Étienne Ollion. Alors c'est tout à fait vrai. Il faut en effet rajouter que quand on est un parti qui cherche à s'imposer, on est obligé de sortir de la thématique. Le Rassemblement national a longtemps été un parti monothématique. Aujourd'hui, ils ont besoin d'une part de montrer qu'ils ont un programme complet. C'est pour ça aussi qu'ils ont développé un programme sur l'écologie, sur toute une série de thèmes, y compris sur la culture, qui n'étaient pas les thématiques qu'ils abordaient immédiatement. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut rassurer les milieux d'affaires et plus généralement toute une partie de l'électorat français conservateur. Et de ce point de vue-là, ils vont être vraiment obligés de faire un effort. C'est là que les lignes se retrouvent à être extrêmement en tension extrême entre ceux qui voudraient aller vers plus de libéralisme et ceux qui défendent un peu plus d'État social. Et donc, c'est peut-être là-dessus qu'on va voir, même si c'est minoritaire, des tensions, mais aussi des explications se produire sur ce terrain qui est historiquement pas celui, comme le disait Camille Vigogne, pas celui du Rassemblement national. Dans les années 80-90, c'était un supplétif. Et c'était d'ailleurs, le programme est très intéressant, c'était un programme anti-étatique et très peu social. Mais alors, justement, parce que je faisais une comparaison en première partie avec Donald Trump, parce qu'il est impensable que le Rassemblement national ne pense pas à Donald Trump et ne cherche pas à s'inspirer d'une manière ou d'une autre de cette victoire qui est une victoire pour le bloc, comment dirais-je, le bloc de droite, le bloc souverainiste, enfin, appelons-le comme on veut, mais on voit qu'il y a
évidemment des enseignements à tirer, comme il y a des enseignements à tirer pour la gauche de la défaite de Kamala Harris, Camille Vigogne. Oui, alors après, sur la forme, Marine Le Pen a quand même fait des choix assez différents de ceux de Donald Trump, notamment en tentant de gommer toute... dans les discours, hein, après, c'est pas toujours le cas en coulisses, mais de gommer toute trace d'aspérité, de provocation, là où, à l'inverse, Donald Trump en a fait son fonds de commerce, sa marque de fabrique, et a rallié aussi beaucoup de gens par ses outrances en assumant ce style-là. Après, c'est l'enseignement pour le Rassemblement national qu'on peut aussi gagner en ayant contre eux ce qu'ils estiment être l'élite ou l'establishment, une partie des médias, même si c'est de moins en moins le cas, en tout cas c'est pas tous les médias aujourd'hui, et les cercles dirigeants. Étienne Ollion. C'est deux formes d'accession au pouvoir qui sont très différentes. C'est dans un cas une stratégie de l'apaisement, du silence, de l'incognito, de tenter même de brouiller un petit peu les lignes tout en affirmant certains fondamentaux. Il ne faut pas nier ça. Et de l'autre côté, chez Donald Trump, c'est une logique bien plus revendiquée d'affirmation et pour se positionner non pas comme un parti rassurant, mais pour se positionner comme un parti et même une personne, parce que c'est une personne parti, Donald Trump, une personne protestataire. Et c'est vraiment deux choses différentes et ça dit quelque chose des transformations de l'extrême droite en France, en Europe et dans le monde, c'est qu'il n'y a pas une extrême droite, il n'y a pas une analogie, il n'y a pas une chose à faire, il y a plusieurs manières d'y accéder et l'Allemagne montre encore un autre modèle. Oui, mais alors justement, je me disais que face à ce constat, et évidemment vous avez raison Étienne Ollion, on pouvait imaginer deux conséquences. La première conséquence, c'est que Marine Le Pen semble parfaitement mesuré et sage par rapport aux propos de Donald Trump et par rapport à sa politique de rupture. Et ça, c'est quelque chose qui l'a déjà servi, par exemple, avec Éric Zemmour, puisque Éric Zemmour présentait une version radicalisée et donc l'assagissait. Et la deuxième conséquence possible, en tout cas, c'est qu'il y ait une partie du Rassemblement national qui considère qu'on a affaire à une ligne beaucoup trop sage de Marine Le Pen. C'est la tension permanente, c'est-à-dire qu'on a, quand on veut se dédiaboliser, il faut trouver un autre diable, et dans le même temps, on perd la capacité de protestation qu'on peut avoir. Camille Vigogne-Lecotte. Après, il faut faire très attention de ne pas rentrer dans le narratif que cherche à imposer le Rassemblement national aujourd'hui. Donald Trump, il dit à peu près ce qu'il fait, il annonce la couleur. Aujourd'hui, si vous entendez, si vous écoutez Marine Le Pen et Jordan Bardella, leur discours, vous n'apprendrez rien, vous ne saurez rien de ce qu'est le parti aujourd'hui. Nous, le travail qu'on fait au Nouvel Obs, et on n'est évidemment pas les seuls, c'est d'aller voir au-delà des discours, au-delà des plateaux de télé très aseptisés, normalisés, etc. Il faut aller regarder les votes au Parlement européen, il faut aller regarder les exécutifs locaux, donc les mairies. Aujourd'hui, le seul bilan du Rassemblement national, c'est sa dizaine de mairies en France. Et il faut regarder le programme. Et si on regarde ces trois aspects-là, bilan, programme, vote, on a une toute autre image du parti que celle qui est affichée dans les médias et dans les discours. On a un parti avec en son sein encore des composantes d'extrême droite, encore de la radicalité, et la préférence nationale et la lutte contre l'immigration qui est le seul leitmotiv viscéral du parti qui en fait une question de survie, une question existentielle pour la nation française. Jean Lémarie. C'est pour ça aussi que le moment politique que nous vivons est intéressant et va être intéressant dans la lecture, dans l'analyse de l'attitude du Rassemblement national. Parce que, je reviens à l'étude de l'Institut Verian qu'on évoquait tout à l'heure, la question de la crédibilité du RN reste majeure chez les électeurs. Pour résumer, de plus en plus d'électeurs sensibles aux idées du Rassemblement national, convaincus par leurs idées, mais en même temps toujours convaincus qu'il n'est pas capable de les porter au pouvoir. C'est d'ailleurs ce que disent souvent les dirigeants des Républicains eux-mêmes. Grosso modo, oui, sur un certain nombre de sujets, nous sommes d'accord avec le RN, mais ceux qui sont capables de défendre ces idées, c'est nous, c'est les Républicains, c'est pas le RN. C'est leur dernier argument. Un mot de conclusion. Et ça sera votre dernier argument, Étienne Ollion. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une vraie mutation ou bien au travers de ces péripéties, est-ce qu'on est entré dans une période, comme vous le disiez, d'agitation parlementaire ? D'agitation parlementaire, certainement. On va voir les semaines à venir ce qu'elles nous amènent. On disait souvent qu'on était, depuis quelques mois, les constitutionnalistes disaient ça, en crise politique, pas en crise de régime. La crise politique commence à durer et c'est vrai que si on devait avoir la disparition de Michel Barnier en tant que Premier ministre, on pourrait rentrer dans une crise politique aggravée, voire peut-être éventuellement dans une remise en cause de la manière dont fonctionnent les institutions. Un mot, Camille Vigogne-Lecotte. Non, mais je pense que les prochaines semaines vont être passionnantes et moi je regarderai particulièrement l'attitude de Marine Le Pen à ce moment-là.
Merci à tous les deux. Merci Étienne Ollion. Votre livre avec Michael Feussel, Une étrange victoire, c'est aux éditions du Seuil. Camille Vigonne-Lecotte, Les Rapaces, enquête sur la mafia varoise de Marine Le Pen, c'est aux éditions des Arènes. Dans quelques instants, le journal d'Anne-Laure Chouin